Bonsoir mesdames et messieurs, dans l'actualité ce soir. Les sinistrés des incendies de la cité Nassib bénéficient de l'assurance maladie universelle. Et Kim Jong-un menace Donald Trump après son discours à l'ONU. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, vendredi, un message de félicitations au roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur au roi Salman, ainsi que davantage de développement, de prospérité et d'épanouissement au peuple frère et ami du Royaume d'Arabie Saoudite. Puisse Dieu accepter notre prière de voir le royaume frère d'Arabie Saoudite accroître davantage ses dispositions économiques, a écrit le chef de l'État djiboutien, réitérant au gardien des deux lieux saints sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement et du peuple de Djibouti à promouvoir et développer encore plus les liens déjà privilégiés entre les deux nations sœurs. À noter qu'un message similaire a été également adressé aujourd'hui au prince héritier du trône du Royaume d'Arabie Saoudite et vice-premier ministre de ce pays frère et ami, son Altesse royale Mohammed bin Salman. Les sinistrés des incendies relogés à la cité Nassib bénéficient de l'assurance maladie universelle. Cela cerise sur le gâteau, comme on dit, après les avoir relogés dans des habitations flambant neuves grâce à la fondation Droit au logement IOG. Les sinistrés des incendies de Balbala T3, 4 mètres carrés et de Djabel ont reçu des cartes d'assurance maladie durant le week-end. Des cartes biométriques qui leur permettront donc de bénéficier désormais d'une couverture médicale gratuite. Des équipes mobiles de la CNSS ont pris donc leur quartier ce vendredi au centre communautaire de la cité Nassib afin de délivrer les cartes d'assurance maladie. Le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé Absiye, accompagné du directeur général de la Fondation Droit au logement IEG, Mahmoud Ali, ce sont plus de 230 familles sinistrées donc qui bénéficieront d'une couverture médicale grâce à l'assurance maladie, a affirmé donc le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé, durant sa visite d'inspection des opérations. Affirmant donc que ce nouveau soutien a été ordonné en personne par le président de la République, principal architecte de l'assurance maladie. Ce projet social, lancé en 2014, gagne chaque jour du terrain dans le pays et est en train de prendre sa vitesse de croisière cette année. Le système d'assurance est basé donc sur la solidarité qu'offre une couverture médicale à ceux qui ont les moyens, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas, comme les personnes démunies ou les personnes fragilisées par les aléas donc de la vie. C'est le cas de ces sinistrés des incendies qui ont frappé donc la commune de Balbala en juillet dernier, qui vont bénéficier du programme d'assistance sociale de santé. Les habitants de la cité Nassib bénéficient donc du volet social de l'assurance maladie pour la majorité, qui a par acronyme le PASS, le programme d'assistance sociale de santé, destiné aux personnes qui renoncent donc à se faire soigner faute de moyens. Un élan de solidarité exprimé donc à ces sinistrés fait montre d'une politique sociale éclairée et fait preuve d'une nation solidaire. Et dans une interview, le directeur général de la CNSS, Hassan Roblé, a expliqué que la CNSS répondait donc aux instructions du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour que les habitants de la cité Nassib bénéficient de l'assurance maladie. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son intervention. Bientôt déjà pour les opérations de délivrance des cartes AMO et PASS, en même temps pour les sinistrés. Comme vous savez très bien, l'élan de solidarité qu'a fait le président de la République envers les sinistrés, qui a une valeur déjà inestimable, qui déjà en même temps nous a donné instruction comme on doit les délivrer, imprimer et délivrer la carte pour cette population de Nassib Bounag. Donc nous avons répondu déjà à présent et l'opération se déroule depuis ce matin à 6 heures. On compte finir ces opérations en 48 heures, c'est-à-dire pour les 2 jours fériés. Déjà cette carte ouvrira la porte pour déjà se soigner auprès des structures sanitaires de la CNSS, à la fois les structures sanitaires du ministère de la Santé, à savoir l'hôpital, le grand hôpital général de Balbala, l'hôpital Al-Husseina, l'hôpital de Dar Hanan et l'hôpital général Pelletier. À cette occasion, je voulais présenter le nouvel an islamique à l'âge de l'an 1439,
saluer le président de la République et son épouse, Madame Khadra Mohamed Haïd. La cité Nassib était sans voix donc pour l'élan de solidarité qui leur a été exprimé. Pour certains, le bonheur était incommensurable, les larmes aux yeux. On leur donne la parole parce qu'on ne peut mieux dire. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le secrétariat d'État aux affaires sociales a octroyé donc à Obok une assistance sociale aux personnes âgées. Les représentants du secrétariat d'État aux affaires sociales ont eu d'abord une première réunion de prise de contact avec les responsables de la préfecture sur le sujet du parrainage et l'enregistrement des personnes âgées. Ont participé donc à cette réunion le deuxième adjoint du préfet Amin Shamsan, le vice-président du conseil régional Ahmed Ali, les membres des élus locaux et représentants de la société civile. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie de la population et de lutter aussi efficacement contre la pauvreté et le chômage. Et après avoir tenu une réunion de prise de contact avec les représentants de la région d'Obok, les représentants du secrétariat d'État aux affaires sociales ont parrainé donc la distribution de la troisième tranche d'une aide financière accordée aux personnes âgées de la région d'Obok. Ont bénéficié de cette aide financière de 30 000 francs chacun les personnes âgées les plus démunies vivant dans les différentes localités de la région, notamment Adgeno, Bissidero, Andoli, Dadato et Alailou. Au total, ce sont quelques 752 personnes vivant dans différentes localités d'Obok qui ont bénéficié de cette allocation selon les trésoriers Amin chargés de la distribution. Les bénéficiaires donc ont remercié le secrétariat d'État aux affaires sociales qui lutte en permanence pour améliorer les conditions de vie de la population les plus démunies. Et le trésorier représentant le ministère du budget dans la région d'Obok, M. Amin, chargé de la distribution de cette aide financière, a indiqué donc que plus de 750 personnes âgées vivant dans les différentes localités de la région ont bénéficié de cette aide financière. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la précarité mise en place par le gouvernement, exécutée par le secrétariat d'État aux affaires sociales. Autre nouvelle du pays, 133 immigrés clandestins d'origine éthiopienne ont été interpellés à Garaito et Tafarré, région située donc dans le secteur du lac Assal. L'opération a été menée dans la nuit d'hier par les gendarmes stationnés au poste du lac Assal. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture et sont d'origine éthiopienne et désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ils ont été reconduits à la frontière Galilée par les éléments de la gendarmerie nationale. Hier également, un nombre environ la centaine a été interpellée dans des opérations de ratissage menées par la gendarmerie dans les localités de Kalaf et Sagalou. La gendarmerie nationale est très engagée donc dans la lutte contre l'immigration clandestine. Ces arrestations démontrent encore une fois que le réseau de clandestins est en passe de prendre de l'ampleur après une interruption de quelques mois due à la période d'été. L'état-major de la gendarmerie nationale a mis en place des unités spéciales pour faire face à ce flux migratoire. Et dans le cas des opérations de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe des gardes-côtes djiboutiens a intercepté dans la nuit du 21 au 22 septembre 5 bateaux yéménites en activité de pêche illégale et transportant des cinquantaines de kilos de poissons au large des îles Sept Frères. 16 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été donc arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent donc sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité incommensurable les ressources halieutiques du pays. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront donc traduits devant la justice et leur embarcation seront saisie et immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et continentale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Donc nous allons nous rendre dans un premier temps au Libéria où une femme pour succéder à une femme à la tête du pays.
Effectivement, donc, Ahmed, après 12 ans à la tête du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf passera la main le 10 octobre à la date de la présidentielle. Première femme présidente d'un pays africain, son élection avait suscité beaucoup d'espoir chez les Libériennes. Cependant, pour lui succéder, seule une femme, Magdala Cooper, se présente à la fonction suprême. Face à elle, 19 candidats, dont le très populaire George Weah. Ancienne gloire du football international, les Libériens vont-ils de nouveau faire le choix d'élire une femme? Réponse le 10 octobre. Et direction le Kenya, à présent 2 présidentielles donc au cours de la même année à 2 mois d'intervalle. Et oui, Ahmed, autre présidentielle après l'invalidation du scrutin du 8 août dernier, les Kenyans devraient élire leur prochain président le 17 octobre prochain. Mais la commission électorale, accablée par le verdict détaillé de la Cour suprême, s'est fendue d'un communiqué qui fixe le vote au 26 octobre du même mois. Les délais prévus par la Constitution imposent que la nouvelle élection se tienne avant le 31 octobre, en fixant donc au 26 la date du scrutin. Sous le feu des critiques de l'opposition et de la Cour suprême, l'UEBC, particulièrement accablé dans le jugement détaillé mercredi par le juge, a donc publié hier un communiqué sur le report de la présidentielle. La société Automorpho, qui a fourni les kits de reconnaissance biométrique et le système de transmission des résultats, expliquait qu'elle n'était pas en mesure de réinstaller de nouveaux équipements informatiques d'ici là. Le gouvernement, de son côté, a débloqué, Ahmed, pour ce nouveau scrutin un budget de 97 millions de dollars qui doit être examiné mardi par le Parlement. Et de là, donc, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aouled. Donc, le temps monte entre les 2 présidents. Kim Jong-un, donc, qui menace Donald Trump après son discours de l'ONU. Donc, Kim Jong-un menace de faire payer cher à Donald Trump ses menaces de destruction totale de la Corée du Nord. Il a qualifié, donc, ce vendredi matin, le président américain de radoteur déséquilibré mentalement. Hussein Aouled, donc, avec nous sur le plateau. Qu'en est-il, Hussein? Donc effectivement, Ahmed, la Corée du Nord va envisager des contre-mesures radicales et historiques contre les États-Unis en réponse aux menaces de Donald Trump d'une destruction totale du pays, a-t-il précisé. Interrogé donc sur ces projets de représailles, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a mentionné la possibilité d'un essai de bombe H d'une puissance sans précédent dans l'océan Pacifique. Le remarqué des Trump à la tribune des Nations Unies ont convaincu le dirigeant nord-coréen de la pertinence du développement nucléaire et balistique du pays. Une voie qu'il entend suivre donc jusqu'au bout, a-t-il ajouté. Kim Jong-un donc qui a souligné que Donald Trump serait confronté à des résultats au-delà de ses attentes, sans préciser donc quelle serait sa prochaine mesure. Pour son premier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump avait adopté mardi une rhétorique guerrière contre la Corée du Nord qu'il a menacé de détruire totalement, qualifiant Kim Jong-un de rocketman courant à sa perte, Ahmed. Donc, Hussein, nous savons que la première nation donc, qui est menacée par les essais nucléaires à court et moyenne distance de la Corée du Nord est bien évidemment son voisin, le Japon. Alors, quelle a été la réaction nippone? Effectivement, Ahmed, le ministre de la Défense japonais a jugé absolument inacceptable les commentaires des responsables nord-coréens jugeant possible un nouvel essai nucléaire dans l'océan Pacifique. Il a estimé qu'il devrait donc être pris au sérieux. Depuis 2006, la Corée du Nord a procédé à 6 essais nucléaires souterrains. Toujours dans l'actualité internationale avec Hussein Aouled, donc une centrale saharienne alimentera bientôt l'Europe. C'est un nouveau projet, Hussein, donc, qui pourrait voir le jour au fin fond du Sahara, une centrale photovoltaïque répondant à la demande énergétique européenne est sur le point d'être construite. Effectivement, donc, suite à la publication d'une étude allemande affirmant que le désert donc recevait assez d'énergie en une journée pour répondre à la consommation énergétique mondiale annuelle. Un ancien projet de l'agence Desertec avait déjà lancé dans les années 2000. Il avait malheureusement dû être stoppé à cause de l'instabilité politique tunisienne et du coût des câbles sous-marins devant traverser le mer. Aujourd'hui, c'est la société londonienne Noor Energy
qui s'attelle à ces défis. La centrale solaire devrait avoir le jour dans le sud tunisien pour alimenter Ahmed, la localité, mais aussi Malte, l'Italie et peut-être même la sud de la France. Estimé à 5 milliards de dollars, le projet Tournour de 4,5 kW et fournira un quota énergétique similaire à 3 réacteurs nucléaires. Plusieurs câbles sous-marins devraient traverser le mer. Ces pays pauvres, Ahmed, en attente d'investissement, verraient la création de plus de 20 000 emplois directs et indirects stimulant son économie. Alors, même si le rendement énergétique devrait être 2 fois plus important qu'en Europe, la société Nour Énergie se doit de prendre en compte les conditions extrêmes présentes dans le désert du Sahara. Effectivement, Ahmed, les tombées des sables et les chocs thermiques seront quotidien. L'eau devra être en abondante quantité pour refroidir les centrales solaires et les nettoyer des panneaux photovoltaïques ne devra pas être négligé, Ahmed. Et enfin, nous allons nous rendre au Venezuela, le Venezuela qui se rebelle contre le pétrodollar. À partir de cette semaine, le prix moyen du pétrole est indiqué en yuan chinois, a annoncé le 15 septembre le ministre vénézuélien du pétrole. Et pour la première fois, le prix de vente du pétrole vénézuélien n'est plus indiqué en dollars. C'est la réponse de Caracas aux sanctions lancées par l'administration Trump, plus dure que celle de l'administration Obama en 2014. Elle empêche le Venezuela d'encaisser les dollars venant de la vente du pétrole aux États-Unis, plus d'un million de barils par jour, dollars jusqu'ici utilisés pour importer des biens de consommation comme celles des produits alimentaires et le médicament. Les sanctions Ahmed empêchent aussi le commerce des titres émis par la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne. Hussein, alors quels sont les objectifs visés par ces sanctions de Washington? Washington vise un double objectif. La première étant d'augmenter au Venezuela la pénurie des biens des premières nécessités. La deuxième objectif visé par Washington est de mettre l'État vénézuélien au défaut, c'est-à-dire de mettre en faillite l'État qui a le plus grand réserve pétrolier du monde, presque 10 fois celle des États-Unis. Caracas essaie de se soustraire l'étreinte étouffante des sanctions en cotant le prix de vente du pétrole non plus en dollars USA mais en yuan chinois. Le yuan est entré il y a un an à mettre dans le panier des monnaies des réserves des fonds monétaires internationaux avec les dollars, l'euro, le yen et la livre sterling. Merci Hussein pour tous ces éclairages et ces précisions. Et avant de nous quitter, un petit tour aux Bahamas avec des images féeriques d'une jeune fille nommée Sacha Callis jouant les sirènes dans les faibles profondeurs des eaux de Bahamas devant l'objectif de sa mère photographe Elena. Elena a une grande expérience, vous allez le voir, des photos sous-marines. La magie de l'eau donne un aspect surnaturel aux images puisqu'elle permet de s'affranchir de la gravité. Sacha a pour sa part une idée plus pragmatique des photos sous l'eau en considérant l'océan comme un environnement dans lequel on se sent léger, donnant aux images un superbe rendu. Voici donc un petit mix de douceur en apesanteur. Ces images se savourent comme un cocktail un soir d'été au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Regardez. Voilà donc, c'est sur ces magnifiques images que nous nous séparons. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.
Merci.